Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à ce cursus du mercredi consacré aujourd'hui aux formations d'instituteurs, d'institutrices primaires de Elmo, préscolaires et primaires. Donc je suis ravie de vous retrouver. Les cursus du mercredi, vous le savez, ce sont des séances d'info-études en live où on vous donne chaque semaine des explications sur nos cursus, des infos sur le contenu des cours, sur les débouchés, sur les stages, pour vous aider au maximum dans votre choix d'études. À la fin de la présentation, on répondra à toutes vos questions sur ces cursus d'instituteurs et d'institutrices. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat, les commentaires, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, pour nous transmettre vos questions dès à présent. Merci d'être là avec nous. Si vous êtes là, c'est sans doute que vous avez envie dans votre métier peut-être d'aider des enfants à se construire, de transmettre des savoirs, d'être dans un métier relationnel. Vous êtes au bon endroit puisqu'aujourd'hui, on parle donc de deux formations pédagogiques, un site préscolaire, c'est-à-dire maternelle, et un site primaire. Le primaire qui peut se faire chez nous, Elmo, sur 3 sites différents. Et pour parler de ces cursus, on va accueillir différents représentants, des spécialistes de ces formations. On va recevoir Denis Register pour nous parler du cursus d'instituteur préscolaire. Bonjour. Bonjour tout le monde. On va recevoir également Gilles Meunier pour nous parler de la formation d'instituteur primaire sur notre site de Liège, à Elmo-Sainte-Croix. Bonjour. Également Nathalie Bourdoux pour nous donner plus de détails sur Elmo-Oui et ses instituts primaires également connectés. Bonjour à tous. Et également Anne Schillings pour évoquer notre formation d'institut primaire à Saint-Roch-2. Bonjour à vous tous. Voilà, tout grand merci à vous d'être là. On va vous retrouver au fur et à mesure de la présentation pour parler des cursus et puis surtout à la fin pour répondre aux questions des participants. Avant de se lancer vraiment dans le vif du sujet, je vous propose un petit sondage avant toute chose, faire déjà un petit peu participer, vous inviter à interagir un petit peu et savoir un petit peu via un sondage où vous en êtes en fait dans votre réflexion, dans votre orientation. Je vous invite à rejoindre un lien WooClap. Vous le voyez, il va apparaître ici. Donc, c'est wooclap.com/elmocm7. Donc, de nous rejoindre sur ce site wooclap.com avec le code ELMOCM7. On va vous laisser quelques minutes pour nous y rejoindre. On aime bien, comme ça, en début de présentation, de vous donner un petit peu l'occasion de vous exprimer via un tout petit sondage, faire un petit peu plus connaissance. L'idée, c'est d'avoir un peu une idée de l'état d'avancement de votre réflexion ici fin mars. Où est-ce que vous en êtes dans votre réflexion par rapport à votre choix d'études supérieures? Donc, rendez-vous sur wooclap.com/elmocm. Voilà, vous découvrez ici les questions. Simplement, un petit sondage. On imagine qu'on vous pose souvent la question, qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine ou en études dans ton choix d'études? Voilà, est-ce que vous êtes déjà décidé, vous savez exactement ce que vous voulez faire et vous êtes ici avec nous, peut-être pour vous conforter un petit peu dans ce choix d'études, en savoir plus. Peut-être vous hésitez encore justement entre différentes formations, le préscolaire, le primaire ou d'autres études, bien sûr. Peut-être aussi vous êtes complètement perdu et c'est possible, ce n'est pas grave, c'est normal aussi c'est possible aussi d'être encore un peu perdu à cette période-ci de l'année. Faut pas paniquer, il n'y a pas de problème. L'idée, c'est de voir un petit peu, où vous en êtes, savoir un petit peu, votre état d'avancement dans cette réflexion. Il reste quelques secondes encore ici et puis on découvrira ensemble les résultats. C'est toujours intéressant de faire un petit peu connaissance en début de présentation. On voit ensemble, la majorité d'entre vous, vous savez déjà ce que vous voulez faire, donc c'est très bien, vous allez pouvoir faire un maximum ici, le plein d'informations pour voir exactement ce qui vous attend l'année prochaine. Et puis, si vous hésitez encore, on est là pour ça aussi, vous donner des infos pour faire un choix éclairé, un choix qui vous correspondra à vous et puis vous permettre d'aller là où vous sentirez le mieux. Personne n'est perdu, donc c'est très bien, c'est vraiment parfait. Et donc, je vous propose de nous lancer ici dans ce cursus du mercredi où on va évoquer différents cursus, mais aussi différents sites. Vous l'avez compris, il y a différentes implantations qui sont concernées aujourd'hui. Instituteur
préscolaire, ça s'organise à Elmo Sainte-Croix à Liège. Et on va aussi parler d'instituteur primaire qui, lui, c'est une formation qui, elle, peut se faire sur 3 sites, dans 3 villes différentes. Elmo Sainte-Croix également à Liège, mais aussi à Huy ou à Theux, dans d'autres instituts de plus petite taille. On peut peut-être passer la dia suivante pour vraiment illustrer ça. Voilà, le préscolaire, ça se fait à Sainte-Croix, et puis le primaire, Sainte-Croix également, et 2 autres possibilités, 2 autres sites un petit peu décentralisés, souvent de plus petite taille. Donc, au niveau de ces différents cursus et au niveau de ces différents sites, il va y avoir pas mal de points communs, que ce soit préscolaire, que ce soit primaire et que ce soit sur ces 3 sites. Donc, ce sont des formations dans tous les cas de 3 ans où on va apprendre dès le début à enseigner. C'est-à-dire, on va apprendre à apprendre, on va apprendre à gérer des groupes. On peut peut-être passer la dia suivante pour voir un petit peu quelques images pour illustrer que l'enseignement à Elmo, ce sont des formations qui vont toujours être organisées autour de la pratique professionnelle. C'est vraiment une partie très importante des axes de formation, cette pratique, cette orientation sur la pratique. On va avoir des stages dès le début, des stages qui vont être progressifs, c'est-à-dire par exemple 2 semaines en bloc 1 en première, et puis 4 semaines en bloc 2, et puis 10 semaines par exemple en bloc 3 en troisième. Donc des stages qui prennent de plus en plus de place, mais il y en a déjà dès le début. On aura aussi des ateliers de formation pour échanger avec des instituteurs, pour réfléchir sur la pratique du métier, sur le rôle de l'instit au quotidien et avec les différents publics. Alors, au niveau des stages, on est évidemment encadré. Il y a des enseignants de Elmo qui vous aident à construire vos séquences de cours en fonction du programme de la classe que vous aurez à gérer. On va vous aider à adapter votre dispositif, que ce soit au niveau de la durée, du rythme, de la difficulté, etc. Donc, être instit, encore une fois, préscolaire, primaire sur tous les sites, c'est un métier polyvalent, notamment au niveau des matières enseignées. C'est aussi évidemment un métier humain. Il faut certes s'assurer que les élèves apprennent, mais il faut aussi les aider à se construire, à trouver leur place, à les aider à avoir confiance en eux, les accompagner, leur faire découvrir des choses, les faire sortir de l'école. Donc, c'est tout ça aussi le rôle de l'instituteur, de l'institutrice. Il faut être attentif aux problématiques sociales, à la précarité, aux risques d'inégalité, etc. Autre point commun, voilà, dans tous les cours, la maîtrise évidemment de la langue française sera assez importante. Petit point aussi par rapport à la pratique, Elmo dans l'enseignement en tout cas, c'est l'école, c'est Elmo qui va organiser les stages. Ils sont attribués par l'école via des accords, des partenariats avec des écoles préscolaires et primaires pour faire aller dans des classes très différentes. Voilà un petit tableau rapidement brossé pour ces points communs entre toutes les formations d'instit qu'on va aborder aujourd'hui. Et puis, je vous propose de commencer à aller un petit peu plus en détail et on va aborder pour commencer le cursus d'instituteur, d'institutrice préscolaire. Et donc, on va recevoir ici, retrouver Denis Register qui va pouvoir vous en dire plus sur ce cursus d'instit préscolaire. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Alors, d'abord, quelques petits mots pour introduire un petit peu le cursus et la formation. Donc, voilà, il s'agit bien du métier d'instituteur ou d'institutrice préscolaire. Donc, vous allez bien travailler, en fait, dans des classes maternelles avec des enfants qui seront âgés entre 2 ans et demi pour la classe d'accueil et maximum 6 ans pour la classe de 3e maternelle. Alors, bien évidemment, la difficulté du métier, c'est qu'un enfant entre 2 ans et demi et 6 ans, ça change et ça évolue beaucoup et que vous allez devoir maîtriser toutes ces facettes pour pouvoir travailler au quotidien avec ces petits bouts. Alors, voilà, donc dans la formation, on a évidemment plusieurs facettes et donc je vais un petit peu vous les présenter. Là, on peut mettre la dia suivante. Voilà, donc vous avez toute une série d'axes de formation. Vous allez voir qu'ils sont identiques à ceux d'instit primaire. Maintenant, à l'intérieur des cours, bien évidemment, on va nous s'axer davantage sur l'enfant de 2,5 à 6. Et c'est là-dessus que les cours vont porter majoritairement. Alors, vous avez des cours qui vont toucher à tout ce qui est formation en sciences humaines et en sciences sociales. Donc, des cours de psychologie de la communication, psychologie du développement, psychologie de l'apprentissage, de philosophie, de sociologie, d'histoire des religions, de diversité culturelle. Donc là, on va vraiment aborder les dimensions globales de l'enfant.
et de l'être humain même en général. Ensuite, il y a une formation disciplinaire et didactique. Donc là, c'est vraiment les disciplines que vous allez être amenés à enseigner aux enfants. Et donc, on a là-dedans le français, les sciences, l'histoire, la géographie, les mathématiques, la religion, l'éducation plastique, l'éducation musicale, l'éducation corporelle et psychomotricité. Alors, dans le préscolaire, les cours, on va dire, d'éducation et les cours d'expression sont quand même assez importants. Il y a beaucoup plus d'heures en préscolaire qu'en primaire dans ces dimensions-là, parce que les enfants sont petits. Et c'est des activités, évidemment, qui sont à la base de nombreux apprentissages. Alors, il y a une formation à et par la communication. Donc, comme on vous l'a déjà dit, l'importance de la maîtrise de la langue, tant à l'oral qu'à l'écrit, et si possible dans des situations qui sont professionnelles. Alors, une formation, ça c'est vraiment le gros de la formation à et par la pratique, donc des stages que je vais vous expliquer un petit peu plus en détail juste après. Beaucoup d'activités d'intégration professionnelle, que ce soit des observations, que ce soit du travail en classe qui va se faire avec des maîtres de formation pratique, donc qui sont en fait des instituteurs ou institutrices maternelles qui travaillent dans une classe et qui un jour par semaine viennent travailler en haute école avec les étudiants. Donc c'est vraiment un aspect intéressant de la formation, c'est que vous avez un contact direct avec des professionnels qui sont toujours sur le terrain quasi tous les jours. On travaille aussi beaucoup sur l'identité professionnelle, donc c'est quoi devenir un site maternel, en quoi est-ce que ça va changer mon quotidien et comment petit à petit je vais appréhender les différentes facettes du métier. Il y a aussi des modules avec ouverture vers l'extérieur, donc on ne se braque pas uniquement sur ce qui est scolaire, on découvre aussi d'autres milieux. Et enfin, il y a en troisième année un module qui s'appelle École à l'extérieur, où, évidemment, mais pas en temps de Covid comme pour l'instant, il y a un séjour qui se fait sur la côte d'Opale, où on découvre en fait le milieu selon différentes lunettes disciplinaires, et donc c'est des choses qu'on peut transférer évidemment avec les enfants. Enfin, vous avez une formation à la recherche et en didactique, donc c'est tout ce qui touche au travail de fin d'études. Alors pour les stages, je vous ai dit que j'y reviendrai. Donc une des forces de la formation, c'est qu'on commence très vite à aller sur le terrain. Limite la deuxième semaine après la rentrée, vous êtes déjà dans des classes maternelles pour aller observer comment fonctionne une classe, c'est quoi une institut maternelle, quel type d'activités font les enfants, comment la classe est agencée. Voilà. Et puis petit à petit dans l'année, vous allez être amené à prendre de plus en plus en charge les enfants. Au début de l'année, ça se passe en duo d'étudiants en général. Donc là, vous allez avoir plusieurs moments d'observation et puis un stage au début du deuxième quadri qui dure 2 journées et demie, où vous allez prendre en charge les activités en accord évidemment avec l'instituteur ou l'institutrice qui vous accueillera dans sa classe. Et puis alors, en fin de deuxième quadri, là, il y a un stage d'1 semaine où on est tout seul dans une autre école et là, on prend en charge toutes les activités de la semaine et ces activités, on va les articuler autour de l'exploitation d'un album de littérature de jeunesse. Voilà, ça c'est les stages en première. En deuxième, alors, on a 2 stages de 2 semaines qui se font tout seuls. Au premier quadri, il y a un stage chez les grands, donc on est en deuxième ou en troisième maternelle. Et au deuxième quadri, on a un stage chez les petits, donc dans une classe d'accueil ou de première maternelle. Et chacun des stages est chaque fois précédé de 3 journées. On appelle ça de l'observation participative, donc où les étudiants vont sur le terrain, observent les enfants, appréhendent un peu tout ce qui se passe dans la classe et peuvent aussi déjà commencer certaines activités. Au bloc 3, on a encore plus de stages. Donc là, il y a presque 10 semaines de stage. Donc, il y a un premier stage qui va s'effectuer cette année, c'est après les vacances de la Toussaint, et qui, lui, dure 2 semaines. Prise en charge complète des élèves. Avec, avant ces 2 semaines-là, il y avait 5 ou 6 journées filées, comme on appelle ça. Donc, vous allez en observation par exemple, tous les mardis, tous les mercredis ou un peu chaque jour avant le stage. Après, il y a un stage qui se fait dans le courant du mois de janvier, qui est un stage psychomotricité. Donc ça, c'est aussi une des facettes importantes de la formation, c'est que vous êtes diplômé institut maternel, mais en plus de ça, sur votre diplôme figure la mention maître de psychomotricité, qui vous donne droit à prendre en charge les cours de psychomote, à savoir 2 fois 50 minutes qui se donnent dans toutes les classes
de maternelle, peu importe les réseaux, la psychomote se donne partout. Donc, c'est aussi une corde en plus à votre arc et une possibilité d'entrer dans les écoles. Et donc là, vous avez 2 semaines, vous allez suivre un maître de psychomotricité et animer ces séances de psychomote avec lui ou avec elle. Et puis enfin, on a un dernier stage qui cette année, c'est un stage de 4 semaines qui avait lieu tout le mois de mars, qui vient de se terminer la semaine dernière. Et là, c'est le stage qui va davantage vous permettre de mettre en œuvre les actions qui sont en lien avec votre travail de fin d'études. Et alors, en toute fin d'année, il y a un tout petit stage de 2 jours et demi où on voit un petit peu, fait un peu un travail on découvre un petit peu le milieu des personnes à besoins spécifiques, que ce soit des enfants, des ados, des adultes. Et il y a un petit stage de 2 jours et demi d'observation dans une institution qui accueille des personnes en situation de handicap. Voilà, voilà. Dimension importante, je l'ai dit, l'expression qu'on va retrouver en fil rouge aussi, donc de la première à la troisième. Expression qui chaque année va s'inscrire dans un petit module particulier. Donc au bloc 1, vous allez avoir des ateliers d'expression, vous allez travailler sur une dimension que vous aurez choisie. Au bloc 2, début d'année, les étudiants montent un petit spectacle en exploitant un album de littérature de jeunesse autour d'une thématique qui a été choisie par l'équipe de formateurs. Et en troisième année, là, vous avez aussi un spectacle qui va se jouer non plus devant des étudiants, mais devant des enfants des écoles avoisinantes qui viennent voir un spectacle que vous aurez monté de A à Z. Voilà. Autre aspect que vous devez savoir aussi, c'est des couleurs et une identité forte de la section. C'est tout ce qui touche à la thématique des inégalités ou, pour le dire plus positivement, à l'entrée de chaque enfant dans les apprentissages. Donc voilà, c'est, on va dire, un fil rouge qu'on va travailler avec vous de la première jusqu'à la troisième. D'ailleurs, en troisième, c'est même l'intitulé d'une des unités d'enseignement. Et donc, on va vous apprendre, en gros, à quoi faut-il être attentif pour que chaque enfant entre dans l'apprentissage. Voilà. Et alors, je terminerai, pour ne pas être trop long, en insistant auprès de vous pour dire que le métier d'assistante maternelle, ça dépasse largement l'image qu'on s'en fait habituellement. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est je vais m'occuper d'enfants, ils vont jouer, ils vont s'amuser, on va les changer, on a l'image du bac à sable, de la plasticine. Donc, tout ça, ce sont de gros stéréotypes. L'école maternelle, c'est vraiment le lieu où on va construire les tout premiers apprentissages, les apprentissages de base qui vont être nécessaires pour toute la suite de la scolarité de l'enfant. Et donc, bien évidemment, c'est un moment crucial. Et les compétences professionnelles que doivent maîtriser les assistantes maternelles sont assez complexes. Et donc, c'est pas du tout un métier simple et c'est pas non plus des études faciles. Donc voilà, c'est des études qui sont exigeantes. Et donc voilà, je tiens à le dire parce que c'est important, parce que trop souvent, on a l'impression que parce qu'on aime les enfants, on va devenir assistante maternelle et qu'on fait ça par vocation parce que c'est quelque chose qu'on a en soi. Alors, c'est peut-être très bien d'aimer les enfants à la base, c'est même mieux, mais évidemment, il y a beaucoup de choses à apprendre lors des 3 années de formation. Voilà, voilà. Donc, n'hésitez pas pour la suite à poser vos questions dans le chat. On aura l'occasion d'y répondre. Merci. Un tout grand merci, Denis, pour cette très chouette présentation, voilà, très riche. Je vous propose de continuer, hein, comme on l'a dit, posez vos questions dans le chat, on les prendra tout en compte ici à la fin. Mais je vous propose de continuer, de vous donner encore pas mal d'infos et de poursuivre avec le deuxième cursus abordé aujourd'hui, celui d'instituteur primaire, qui est donc organisé sur 3 sites. Donc, on va avoir plusieurs intervenants. On va commencer peut-être avec Gilles Meunier pour parler d'abord des axes de formation et des débouchés principaux de ce cursus instituteur-institutrice primaire. Voilà, un tout grand merci. Merci Stéphanie. Donc en fait, je vais être peut-être moins descriptif et parler de moins de détails que Denis ici, puisque moi je vais essayer de me concentrer sur l'ensemble des cursus primaires d'Elmo. Et donc en général, voilà ce que je peux dire. Donc l'institut primaire, il prend en charge les enfants, bien entendu, de 6 à 12 ans.
Ça va. Il peut être amené à travailler avec des classes qui vont de la première à la sixième année, mais ça peut être par exemple des classes en cycle, c'est-à-dire première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième, sixième. Il doit donc pouvoir s'adapter à l'âge des enfants, adapter son comportement. Il doit aussi s'adapter aux apprentissages et donc adapter les apprentissages au niveau des enfants et aux différentes matières enseignées. Parce qu'il faut savoir que l'institut primaire, en fait, est un institut qui doit être compétent dans de nombreuses matières, dans de nombreuses disciplines. Alors, pour que les enfants maîtrisent les compétences et les savoirs, l'institut doit être créatif pour imaginer des dispositifs intéressants. Ça va. Ces dispositifs peuvent être aussi le plus possible innovants, et donc dans la mesure où ils peuvent amener l'enfant à être acteur. Donc il ne suffit pas de transmettre des savoirs. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'être institut, c'est pas seulement être devant une classe, c'est aussi avoir une vie professionnelle en dehors de la classe. C'est être en relation avec, par exemple, la direction, les collègues, les parents. C'est d'avoir donc une vie sociale très très riche. Alors, pour aider à maîtriser tout ça, il y a une formation qui se décline en différents lieux, ça va, mais qui, à Elmo, a un cadre commun. Et donc, ce que je vous propose, c'est de passer, donc c'est fait, on est passé à la dia suivante. Donc, la grille, elle se compose de 5 axes. Alors, ce sont les mêmes axes que ceux dont a parlé mon collègue du préscolaire. Donc, ce sont les 5 axes tels que la formation en sciences humaines et sociales. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, simplement dire que ici, par exemple, ben, le premier axe, c'est plutôt pour comprendre l'enfant, son fonctionnement, sa psychologie, c'est aussi la philosophie, enfin, il y a toute une série de choses. Il y a ensuite la formation disciplinaire et didactique. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, elle est très variée, puisque l'institut, par définition, doit connaître beaucoup de choses. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'il ne suffit pas de savoir, de connaître parfaitement ou de maîtriser parfaitement les savoirs, il faut aussi et surtout maîtriser la didactique des disciplines, c'est-à-dire savoir comment les enseigner. Ça va? Alors, le troisième axe, c'est celui de la formation à et par la communication. Donc, la communication, c'est un fondement du métier, mais avoir la tchatch, ça ne suffit pas. Il faut toujours garder à l'esprit que l'institut, en fait, il forme les enfants, il est un modèle pour eux. Il doit donc, par exemple, savoir utiliser le bon terme, les bons termes, les bonnes formes pour exprimer les choses, que ce soit à l'oral ou par écrit. Bien entendu, sans faute. La formation à et par la pratique, est indispensable. Donc, on n'apprend pas le métier assis seul devant un bureau, d'accord, devant un bon bouquin. Il faut aller sur le terrain. Et comme l'a dit Denis tout à l'heure, le contact, il est très rapide avec le terrain. Donc, ça va commencer par de l'observation des professionnels, des enfants dans leur classe. Puis, ça va passer par des essais, des stages et des activités d'insertion professionnelle. Donc, l'ensemble des activités. Les stages, si on prend ça en compte, leur diversité et leur intensité vont aller en augmentant, en s'intensifiant avec le temps. Alors, enfin, il y a la formation à et par la recherche. Alors là, vraiment, c'est tout ce qui concerne la recherche en didactique, en pédagogie, et qui va amener en troisième année, à déposer un travail de fin d'études. Donc voilà, grosso modo, les différentes caractéristiques de la formation en primaire. Je suppose que maintenant, enfin, pas je suppose, je suis certain maintenant qu'on va passer par les différents sites et que chacun va un peu décrire plus précisément sa formation. Merci. Oui, c'est tout à fait. C'est effectivement vers là qu'on va se lancer là-dedans, qu'on va se lancer maintenant. Donc, on va découvrir plus en détail les différents sites, les implantations là où on peut aller étudier. Et puis, on va voir les spécificités. Et je vous propose de commencer par Liège et par vous parler de Elmo Sainte-Croix. On va retrouver Denis ici pour nous donner un petit peu des détails sur cet environnement d'études et puis sur les projets qui sont propres aussi à Sainte-Croix où on peut donc faire et le préscolaire et le primaire. Voilà. Et donc, voilà, Sainte-Croix, donc c'est situé rue Hors-Château. On est vraiment au pied des coteaux de la citadelle et on est vraiment au cœur historique de Liège. On est à vol d'oiseau à 400 mètres de la place Saint-Lambert.
Alors, sur le site de Sainte-Croix, on retrouve des instituts préscolaires, des instituts primaires et des instituts des régents, comme on les appelle, donc qui enseignent en première, deuxième et troisième secondaire. L'ensemble, ça forme plus ou moins 1000 étudiants et on a aussi une section de spécialisation. Donc ça, c'est une année en plus du bac en orthopédagogie. Comme vous le voyez sur la photo, même si on est en plein centre-ville, vous voyez quand même de la verdure. On est vraiment juste au pied des coteaux. Donc, si vous regardez, on ne voit pas dans l'autre sens, mais on a vraiment le plateau là, avec tout le panorama qui donne sur la ville de Liège. Donc, c'est assez sympathique. Il y a des jardins dans l'école. Il y a une possibilité de s'y promener. Il y a une mare. Donc, voilà, il y a des aspects didactiques qu'on peut aussi exploiter avec le cadre verdoyant dans lequel on se trouve. Alors, en termes d'infrastructure, on dispose d'une cafétéria, donc qui est gérée par une entreprise de formation par le travail. Il y a un centre de ressources pédagogiques, donc c'est une bibliothèque. Vous allez trouver aussi bien des livres, des albums de littérature de jeunesse, du matériel didactique que vous pouvez emprunter pour vos stages, des DVD, des vidéos. Enfin, je veux dire, il y a vraiment beaucoup de ressources à votre disposition. Et alors, c'est vrai qu'on est un gros site, mais que voilà, on fonctionne avec des classes qui restent à taille humaine. Donc, en première année, que ce soit dans les différentes sections, on a des classes qui aussi autour de 30, 40 étudiants. Donc, ça reste plus ou moins de taille humaine. Et il y a une qualité qui est vraiment apportée à l'accompagnement et à la relation qu'on veut la plus proche possible avec les étudiants. On a sur le site aussi un auditoire qui accueille en temps normal plus ou moins 180 étudiants. Voilà. Et alors, vous voyez dans les photos qui apparaissent à l'écran, dans la petite bulle du milieu, donc il y a une maquette, puisque le site de Sainte-Croix va se transformer dans les années qui viennent en campus des Coteaux. Voilà, donc tout le site va être réaménagé et va vraiment devenir beaucoup plus fonctionnel, plus polyvalent et encore plus accueillant que ce qu'il n'est déjà. Voilà, je laisse la parole à Gilles pour vous expliquer la suite. Merci Denis. Donc Sainte-Croix, c'est aussi un site, donc comme il l'a dit, où se côtoient des étudiants, futurs enseignants du maternel au secondaire, avec des formations différentes, soit, mais aussi des projets communs. Alors, on a une attention particulière portée sur l'expression, avec des modules et des activités d'art plastique, mais aussi théâtre, slam, conteur, l'utilisation de la voix, puisqu'être enseignant, c'est finalement être chaque jour devant un public enthousiasmé. Il y a aussi un accent fort qui est mis sur la citoyenneté, avec par exemple la semaine des droits humains, et comme vous le voyez sur les photos, des conférences, par exemple, Dirk Frimouth là dans le coin, des événements comme les nocturnes des Coteaux, des projets de littérature jeunesse, des modules centrés sur la bienveillance scolaire, le harcèlement, par exemple, du théâtre, mais bien entendu aussi des voyages. Alors, puisque j'en suis à parler de Sainte-Croix et du primaire, je vais un peu développer les deux spécificités, enfin deux des spécificités du primaire de Liège. Et là, il y a d'abord l'apprentissage par problème, donc l'APP, en l'acronyme, qui est une pédagogie active mise en œuvre dans des universités comme l'UC Louvain ou l'Université de Laval au Québec, et qui vise à permettre à l'étudiant de construire ses propres apprentissages, mais aussi à acquérir ou développer, s'il les a déjà, des compétences dans le domaine du travail collaboratif. Cette stratégie d'apprentissage a été mise en place, en fait, avec succès pour le moment, au bloc 1 chez nous. Et elle devrait gagner progressivement l'ensemble de la formation aux côtés de pédagogie plus traditionnelle, comme par exemple la pédagogie du projet. Alors, deuxième chose que je voudrais mettre en exergue, c'est l'extramuros, en fait, ce qu'on appelle aussi l'apprentissage dehors. Alors, qui est une façon d'utiliser le cadre de vie des élèves, leur environnement immédiat pour construire des apprentissages, quel que soit le milieu proche auquel on fait appel. Donc, par exemple, si l'école est en ville ou à la campagne, peu importe, ce type de pédagogie est possible. Notre situation en plein cœur de Liège, comme l'a dit Denis, mais aussi au pied des coteaux de la citadelle, nous offre un espace idéal pour former nos étudiants. Autre chose qui est importante, c'est que nous collaborons également avec le Cercle des naturalistes de Belgique,
en intégrant à notre formation, un stage résidentiel d'une semaine à Vierves-sur-Virouin, donc là où se trouve un de leurs centres. Et Vierves-sur-Virouin, donc pour le petit image, c'est un des plus beaux villages de Wallonie. Donc nous travaillons avec eux et l'extramuros, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Voilà pour ce qui concerne le primaire de Liège et donc le site de Sainte-Croix. Super, un tout grand merci pour ces explications. Effectivement, c'est important de voir un petit peu les spécificités, les fils rouges de chacun. Donc là, on vous a parlé du préscolaire, du primaire, particulièrement à Sainte-Croix, à Liège. On va maintenant passer au primaire sur nos 2 autres sites. Et pour commencer, El Moui. Et donc pour ça, on va retrouver Nathalie Bourdoux qui va nous parler un peu plus en détail de ces fameuses spécificités pour devenir instituteur primaire à El Moui. Voilà, merci. Merci Stéphanie. Rebonjour à tous. Et donc, comme mes 2 collègues, Denis et Gilles, vous l'ont déjà exprimé, on a la chance à Elmo d'avoir des sites qui sont différents de par leur projet. Donc, on mène au même diplôme. On a le même objectif, c'est de former des instits. Et on a vraiment tous cette croyance et cette conviction que c'est un job super important, comme Denis l'a rappelé, dès la maternelle, on va construire les premiers apprentissages. Alors la spécificité chez nous, oui, c'est comme vous le voyez sur la photo qui s'affiche sur votre écran, là vous voyez l'entièreté de l'école. Donc ça, on voit quand même tout de suite la différence avec le site de Liège, c'est que, oui, nous ne formons que les instituts primaires, donc il n'y a pas cette verticalité de 2,5 à 14 ans. Et donc, on a une école qui est vraiment familiale. Vous avez une classe par année, c'est plus ou moins maximum une centaine d'étudiants, donc tous en formation d'institut primaire. Comme à Liège, on a aussi cette grande conviction que l'extramuros est important, que l'ouverture vers l'extérieur, est ultra importante. Être instit, je pense qu'un des objectifs principaux, c'est d'accompagner l'enfant pendant la tranche d'âge pendant laquelle il nous sera confié, à devenir un citoyen, à devenir une personne qui peut s'intégrer dans la société. Pour ça, on ne peut pas le faire strictement en restant dans les 4 murs de sa classe ou de son école. Donc, c'est vraiment très important d'ouvrir les enfants vers l'extérieur. Et pour ouvrir les enfants vers l'extérieur, il faut que l'institut soit lui-même curieux. Curieux de ce qui l'entoure, curieux de la société dans laquelle il évolue. Et donc, on a des projets sur les 3 années qui permettent aux jeunes de progressivement avoir une ouverture vers l'extérieur. Et entre autres, en dernière année, vraiment, on termine la formation par un stage obligatoire, mais dans une autre institution qu'une institution scolaire, pour un peu connaître le monde du travail ailleurs que dans les écoles. Alors, je ne vais pas développer les projets. Si vous avez des questions sur les 3 années, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On a aussi un projet qui est vraiment central chez nous. Vous le voyez dans une des petites pastilles qui est affichée à l'écran. C'est que on forme les instituts connectés. Alors, il est clair que nous sommes en 2021. On vient de le connaître avec la crise. Le numérique est au cœur de nos vies. Alors, loin de nous l'idée de faire de vous des geeks ou des informaticiens, c'est pas du tout ça. Mais il est important d'avoir une éducation à ce numérique pour pouvoir être un utilisateur averti et aussi pour pouvoir comprendre les logiques de comment fonctionnent les algorithmes derrière toutes les applis que les enfants peuvent utiliser, que les jeunes peuvent utiliser. Ça, c'est une facette de la formation numérique. Et puis, il y a aussi l'introduction des outils numériques dans l'école. Et donc, on travaille avec ces outils également, mais pour vraiment une utilisation réfléchie. S'il n'y a pas de plus-value, on ne va pas distraire l'enfant avec des outils numériques pour rien. L'objectif est vraiment d'apporter un plus à l'apprentissage. Et donc, c'est de se questionner, de savoir si cet outil numérique, ça va simplement être un outil de motivation pour l'enfant, ou bien si vraiment, grâce à cet outil, l'enfant va être capable d'apprendre mieux, plus vite, de manière à ancrer les apprentissages sur du long terme. Et donc, tout ça, on essaye vraiment de le travailler dès votre première année avec aussi un impact dans votre pratique professionnelle. Donc, comme l'ont dit mes collègues, les stages commencent dès la première année où vous allez progressivement
prendre contact avec le milieu professionnel de manière participative et puis vraiment active. Et nous vous demanderons d'implémenter un outil numérique où vous pourrez être capable de le critiquer et de montrer qu'il a réellement apporté quelque chose de plus à l'enfant et aux apprentissages. Et tout ça va se faire dans un cadre qu'on a essayé de rendre le plus chaleureux possible. Vous voyez que dans la cour, les jeunes se l'approprient, ils l'ont aménagé. On peut encore avoir des projets pour améliorer cet aménagement. C'est un espace, ma foi, restreint, mais qui vous appartient, dans lequel généralement les étudiants sont heureux de pouvoir rester pour papoter. Alors, petite blague à part, cette cour est exposée plein sud. Donc, quand il fait beau comme maintenant, je vous assure qu'ils y sont très bien. Mais au-delà de cette cour qui est chaleureuse, on a aussi fait en sorte que les locaux pour les apprentissages soient le plus adaptés justement à ce siècle. Et donc, même si c'est une petite école, ça ne veut pas dire que ce n'est pas la qualité supérieur d'un enseignement supérieur. Donc, on a voulu vraiment que tous nos locaux soient équipés. On a des tablettes que les étudiants peuvent utiliser et peuvent emprunter pour aller en stage. Vous voyez une bibliothèque qui est bien achalandée et où on a aussi installé des postes de travail collaboratif. On a une ludothèque intégrée à notre bibliothèque. On a une instrumentothèque intégrée à notre bibliothèque. Et donc, même si on est petit et charmant, on a voulu vraiment être à la hauteur d'un enseignement supérieur de 2021. Si vous avez des questions plus précises, évidemment, n'hésitez pas à les poser dans le chat et aussi à aller visiter les pages sur Elmo, évidemment, qui présentent les différents sites. Un tout grand merci. Ben voilà, on y voit plus clair sur Elmo, oui. On va traverser un petit peu la province et voyager pour aller plutôt du côté de Theux et vous parler de Elmo Saint-Roch avec Anne Schillings. Avant ça, je vous invite vraiment à poser vos questions. On y répondra à la fin, mais vraiment n'hésitez pas si vous avez des questions sur le contenu des cours, sur les différences, encore une fois, entre les différentes formations, les différents sites, l'organisation des stages. Voilà, posez vos questions et je laisse tout de suite la parole à Anne pour voilà, évoquer ce site et ses spécificités de Elmo Saint-Roch. Merci Stéphanie. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Bienvenue à Theux donc. Vous voyez ici les bâtiments de l'école. Alors, on a sélectionné ces photos, notamment celle qui prend le plus de place parce qu'elle permet un peu de voir l'ensemble du site. Vous avez le bâtiment principal au centre où les cours magistraux et divers, les activités sont données, où il y a la bibliothèque, le secrétariat. Sur la droite, vous avez un autre bâtiment qui est en plein soleil, là, qui est anciennement un fenil et qui est en fait un autre bâtiment qui est la maison des étudiants, dans lequel il y a la cafétéria. C'est une cafétéria qui est autogérée par les étudiants. Voilà, et qui sert aussi de salle d'études pendant les congés scolaires pour ceux qui le souhaitent. Et de nouveau, c'est autogéré. Et puis, vous avez le jardin. Alors ça, c'est à un moment du développement de notre jardin qui est maintenant un peu changé d'allure. C'est un jardin pédagogique construit avec les travaux et à partir des recherches des étudiants. Maintenant, il y a une mare, il y a un pommier de variété régionale. Enfin voilà, c'était vraiment un outil de travail pour les cours d'éveil. Et prochainement, il y aura une classe du dehors qui sera installée là-bas. Vous voyez aussi l'environnement très vert. Nous, on est à la fois dans la petite ville de Theux et au pied du château. Comme l'ont dit mes collègues, un des jobs de l'enseignant, de la site primaire, c'est d'amener les enfants à être curieux vis-à-vis de leur environnement et avoir des outils pour découvrir, pour comprendre leur environnement proche. Et donc, c'est un souci que nous avons à l'école normale ici à Theux, c'est de prendre le temps de découvrir l'environnement. Ça se fait à la fois d'une découverte de l'environnement proche, mais également on sort des murs, on quitte l'école, on va en différents lieux, on va à Bruxelles, à Brève, enfin je ne vais pas citer tous les endroits où nous nous rendons, mais pour continuer à découvrir cet environnement et à se laisser étonner aussi, surprendre par ce à quoi peut-être on est fort habitué. On invitera les étudiants à redécouvrir une curiosité, un émerveillement par rapport aux choses les plus élémentaires. Donc, dans l'école proprement dite, il y a plusieurs espaces de vie. Peut-être qu'on peut passer à la dia suivante. Voilà, on voit ici des étudiants
déjà que le jardin a changé de perspective, qui s'occupe du jardin avec les bacs potagers, les haies qui continuent à être entretenus, etc. Alors, dans les locaux, il y a plusieurs types de locaux. Il y a un grand local qui peut accueillir 200 étudiants, qui est équipé. Tous nos locaux sont, comme l'a dit Nathalie, équipés. C'est pas parce qu'on est à la campagne qu'on n'est pas dans notre siècle. Ici, moi-même, je suis à la bibliothèque, qui est un lieu de, une sorte de, le cœur de l'école où les étudiants se retrouvent beaucoup pour travailler à leurs leçons, préparer leurs leçons. Il y a plusieurs espaces de coworking aussi dans le bâtiment principal. Et dans les axes de formation qui traversent l'ensemble des 3 années des 3 blocs, il y a un axe central chez nous qui est vraiment l'axe de la pratique. Les étudiants de la première et la deuxième année enseignent 1 fois par semaine dans les écoles fondamentales, dans nos écoles partenaires. Et 1 fois par semaine, ils se consacrent aux activités d'enseignement et aux préparations de ces activités d'enseignement et à leur évaluation. Il se fait que dans le cadre de ces AFP, la plupart des disciplines sont impliquées et donc l'ensemble des enseignants articulent constamment la théorie et la pratique à ce qui se vit le mardi pour les premières dans les AFP ou le mercredi ou le vendredi pour les étudiants de deuxième dans les classes. Nous aimons le travail en équipe, les enseignants. On espère que c'est contagieux auprès de nos étudiants. Nous invitons aussi au travail collaboratif, notamment aussi dans les classes. Parfois enseigner à plusieurs dans la même classe. Les professeurs le font, les étudiants aussi. Un autre axe qui traverse l'ensemble de notre formation et qui est un peu un de nos chevaux de bataille, c'est l'interdisciplinarité. Vous voyez différentes activités ici, par exemple au centre des enfants qui admirent le paysage de Thieux depuis un point de vue non loin ici de l'école. Voilà, c'est une activité qui se mène avec les professeurs de pédagogie, le MFP, puisque cette activité va être reproduite dans les classes primaires avec les enfants, qui est d'abord vécue ici à l'école normale, et elle met en jeu le professeur de péda, le MFP, le professeur de géographie, le professeur de français, le professeur d'art plastique, puisqu'on va faire des croquis du paysage. Donc, c'est une occasion de travailler ensemble, puisque l'enseignant est un généraliste. Il va enseigner, l'institut va enseigner l'ensemble des disciplines aux élèves de sa classe. On essaye de montrer à nos étudiants comment on peut utiliser le même objet à travers plusieurs regards disciplinaires. Vous avez sur la droite, en haut à droite, une sorte de, voilà, c'est la fin, merci de le montrer, c'est la fin d'un spectacle. Toutes les branches d'expression sont aussi un axe qui traverse notre formation et le clou de cette formation-là, c'est la comédie musicale en cours de bloc 3. Comédie musicale qui peut prendre d'autres formes puisque cette année, on a évidemment dû adapter le format. Il s'agit en tout cas de produire un spectacle et de se mettre en scène. Et les cours d'art plastique, de TIC, d'éducation musicale, de français y préparent aussi au fil des 3 années. Les sorties, voilà, il y a l'illustration d'une balade à vélo pour reprendre ce que je disais tout à l'heure. Un autre axe qui est important pour nous dans la formation, c'est que nous sommes une école donc de à peu près 150 étudiants, 150 jeunes qui veulent se former au métier d'instituteur et nous aimons beaucoup rassembler l'ensemble des étudiants autour de problématiques professionnelles. Ainsi, régulièrement, nous avons des journées qu'on appelle des journées en verticalité où nous travaillons tous ensemble sur les mêmes thématiques. On a travaillé sur le harcèlement scolaire, on a travaillé sur les pépites culturelles, sur les inégalités scolaires, enfin toutes des thématiques autour desquelles les regards des étudiants des différentes années peuvent s'éclairer mutuellement. Voilà, tout ce qui est éveil, je ne pense pas l'avoir dit, c'est aussi un axe qui traverse la formation. Éveil, histoire, géosciences, parfois aussi avec éducation musicale, avec religion. Tout ce qui contribue à comprendre notre environnement, c'est un fil qui traverse toute la formation, aussi dans la perspective, comme l'a dit Nathalie, du développement de la citoyenneté sur toutes ses facettes. Mais voilà, je ne veux pas aller plus loin sur cet aspect-là. Donc, interdisciplinarité, articuler la théorie et l'ancrer dans la pratique, éveil, expression artistique, activité en verticalité,
ce qui amène une bonne ambiance dans l'école. Les étudiants se connaissent et il y a un cercle bien vivant qui organise des festivités régulièrement, plusieurs fois l'année, des festivités aussi qui permettent de rassembler toute l'école, non pas autour de thématiques professionnelles, mais autour de fêtes quand les occasions s'y prêtent ou se présentent. Voilà, si vous avez des questions, on est bien sûr disponible. Il y a le chat qui est prévu à cette occasion. Et puis, on vous invite évidemment à venir lors des journées portes ouvertes, vous rendre compte sur place de la formation et du cadre de formation. Un tout grand merci. Voilà, je pense qu'ici, les différentes interventions vous ont montré la richesse de ces métiers d'instituteurs, d'institutrices, la complexité, la diversité, les différentes casquettes que cela représente. Avant de passer aux questions, on va jeter un petit coup d'œil sur le planning, l'agenda futur étudiant. Voilà, on met d'autres choses en place pour vous aider à vous informer, à vous orienter. Vous avez l'espace elmo.be futur étudiant et le site de Elmo. Vous allez pouvoir retrouver des vidéos de présentation des sites pour les visiter en images. Vous retrouverez également sur les différentes pages des formations différents éléments, certains qu'on vous a présentés aujourd'hui, des infos également sur la passerelle qui est possible entre les deux bacheliers qu'on vous a présentés aujourd'hui. Donc, entre le préscolaire et le primaire, dans un sens ou dans l'autre, on peut avoir en une année d'études, une année passerelle, la possibilité d'avoir les deux diplômes. Donc, ça, c'est une info intéressante et vous retrouverez plus d'éléments sur notre site par rapport à cette passerelle entre le préscolaire et le primaire ou inversement. Au niveau des cursus, vous le voyez, c'est quasiment tous les mercredis à 14 h ici. On fait une petite pause pendant les vacances de Pâques et on se retrouve le mercredi de la rentrée pour aborder deux formations. Donc, ce sera à 14 h et puis à 16 h, notre bachelier en technique de mode et notre bachelier technologue de laboratoire médical. Rendez-vous aussi, surtout notre journée porte ouverte qui se fait sur rendez-vous. Donc là également, la prise de rendez-vous se fait sur notre site. Les inscriptions pour l'année prochaine se font en ligne et elles seront ouvertes le 8 mai, jour de notre porte ouverte. Donc voilà, l'information, les inscriptions, l'orientation, tout ça continue dans la foulée. N'hésitez pas à venir sur notre site. Voilà pour le planning futur étudiant. Je vous propose de passer à vos questions. C'est ça évidemment aussi l'intérêt de ce cursus du mercredi. C'est bien sûr de pouvoir interagir avec vous et répondre à vos questions. On va peut-être découvrir une première question. J'espère que notre présentation vous a éveillé, ça a titillé un petit peu vos questions. Une première question de Ambre. Donc, quels sont les différents réseaux d'éducation libre officielle catholique et dans lesquels peut-on enseigner avec le diplôme préscolaire Elmo Sainte-Croix? Voilà, Denis, dans quel réseau peut-on enseigner? Donc, on peut enseigner dans tous les réseaux. Maintenant, on va dire que pendant votre formation initiale, on va vous former essentiellement à utiliser les référentiels et les programmes du réseau libre. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas du tout aborder les autres, vous les découvrirez aussi, mais vous n'aurez peut-être pas autant l'habitude de les manipuler. Mais évidemment, quand vous êtes diplômé, libre à vous de postuler dans n'importe quel réseau. Voilà, nos anciens étudiants sont engagés dans tous les réseaux. Bien évidemment, la priorité, c'est quand même toujours dans le réseau libre. Voilà, et ça va aussi un peu dépendre des villes et des communes dans lesquelles vous allez postuler. Donc, voilà, et cette possibilité de travailler dans tous les réseaux, c'est pour le préscolaire, c'est aussi pour le primaire. Ça se décloisonne vraiment beaucoup, donc ça, on peut vraiment travailler dans tous les réseaux. Et donc, il y a le libre, il y a l'officiel, donc voilà, on peut vraiment travailler partout. Alors, une question d'Augustine. Nous sommes combien par classe, s'il vous plaît? Alors ça va dépendre aussi peut-être d'une école à l'autre. Peut-être si chacun veut répondre brièvement à la question. Des groupes classes en moyenne, c'est combien dans les différentes écoles? Oui, il y a une classe par année et donc en première, c'est plus ou moins entre 45 et 50 étudiants, mais qu'on dédouble pour certains apprentissages et puis ça tourne plutôt autour de 25-30 étudiants. Du côté de Sainte-Croix, quand c'est en groupe classe, ce sera des classes de combien en moyenne? Donc en primaire, on a 4 classes de première, 3 classes de deuxième et 3 classes de troisième.
Et donc, ça veut dire que, grosso modo, suivant les années, les premières, ça tourne entre 30 et 45 étudiants. Pour les deuxièmes et les troisièmes, entre 20 et 30 étudiants. Voilà, en préscolaire, donc c'est le même fonctionnement qu'en primaire à Sainte-Croix. Il y a 3 classes par bloc. En première, c'est généralement des classes qui tournent autour de 30-35 étudiants. En deuxième, c'est des classes de 25-30 grand maximum. Et en troisième, là, on a des plus petites classes d'environ une vingtaine d'étudiants. Voilà. Et comme à Oui, en première, il y a aussi des cours comme la maîtrise de la langue, par exemple, qui sont dédoublés. Tous les ateliers de formation pratique sont aussi dédoublés. À Liège aussi. Voilà, et à Theux, en fait, il y a 2 classes de première, 2 classes de deuxième et généralement une classe de troisième qui est autour de 40-45 étudiants, les troisièmes. Et en première, c'est des classes d'une trentaine d'étudiants, entre 25 et 30. Ça dépend évidemment de combien d'étudiants s'inscrivent en première, parfois un peu plus que 30. Donc voilà, ça varie. Mais comme je l'ai expliqué, nous travaillons souvent à plusieurs professeurs simultanément, en organisant le travail de différentes façons, ce qui fait que finalement, il y a des moments en classe, mais il y a aussi beaucoup de moments où on est tous ensemble, les classes rassemblées, le niveau rassemblé avec différents formateurs au fil de la journée, ce qui permet d'avoir différentes modalités de travail. Donc, il y a la modalité de travail par groupe classe, tout le monde ensemble, c'est le cas des AFP, et par différents ateliers, ou des plus petits groupes, ça arrive souvent aussi sur l'ensemble des modules que nous organisons. Oui, donc effectivement, finalement, quel que soit le cursus et quel que soit le site, il y a vraiment ce fonctionnement d'encadrement proche qui est proposé en haute école. La majorité des groupes là, on est donc sur une trentaine d'étudiants. Des cours aussi en tout petits groupes avec une dizaine d'étudiants. Et puis, parfois, on va rassembler plusieurs classes pour des cours en plus gros groupe, en auditoire, pour des cours peut-être différents. Donc voilà, 3 modalités et ce, quel que soit le site et quel que soit le cursus. Voilà, beaucoup d'éléments pour ta réponse, Augustine, mais comme ça, on va loin dans le détail. Alors, une autre question, un test de français qui est prévu. Ici, on parle d'Elmo Saint-Roch. Voilà, donc, quelles sont les modalités? Est-ce qu'il doit être réalisé avant septembre ou à la rentrée? Voilà, quelques infos sur ce test de français. Anne. En fait, il y a effectivement un test diagnostique plutôt. Donc, il se fait au début du cursus. Et il permet à la fois de se mettre soi-même comme étudiant en projet en se rendant compte de son niveau, parce que c'est toujours perfectible, hein, la maîtrise de la langue, on peut toujours aller au-delà. Et ça permet aussi à l'enseignant de connaître l'étudiant et les étudiants pour voir comment organiser le cours. Donc le test n'est pas coté en tant que tel, hein, il ne va pas servir au niveau de l'évaluation, ce qu'on appelle certificative, mais c'est vraiment pour construire ensemble le processus de formation, parce que le cours de maîtrise de la langue, en fait, il est presque continu de la première à la fin de la deuxième. C'est en continuité, donc il est important que chaque étudiant s'y retrouve dans sa propre progression et puisse lui-même faire des bilans. Donc voilà, c'est une première rencontre pour démarrer ce travail de mise en projet au fil des 2 ans. Et du coup, ce test, il se fait quand les étudiants sont déjà rentrés ou ça doit se faire c'est dans le cadre. Non, c'est dans le cadre des cours à partir de la rentrée, dès qu'on peut dans l'horaire, puisqu'en première année, on commence tout de suite par aller dans des écoles primaires. Donc, c'est souvent plutôt fin septembre, début octobre que ça se passe. Voilà. Super, un tout grand merci. Alors, on va peut-être prendre une autre question pour essayer les tests, il y en a aussi ailleurs. Hein. Oui, hein, je pense que effectivement, j'imagine que le fonctionnement est le même partout. Il y a des ajustements, il y a des différences, peut-être des subtilités. En Presco, il y a aussi un test diagnostique, donc vraiment dans la même optique que ce que Anne a présenté, qui a lieu au tout début de la formation et qui est vraiment là pour aider l'étudiant à situer son niveau de maîtrise de la langue, tant à l'oral qu'à l'écrit. Et voilà, qui n'entre pas en ligne de compte dans l'évaluation, mais qui est vraiment là pour orienter l'étudiant par rapport à son travail. À Elmo, oui, on est dans cette logique-là aussi, où les étudiants ont un test en français, maîtrise de la langue, et en mathématiques aussi, pour un peu mesurer là où ils se situent et se rendre compte que ce n'est pas parce qu'on a tous obtenu notre CEB que c'est si fastoche de revenir sur les apprentissages du primaire. Et donc, c'est aussi pour
se reconstruire vraiment une idée de ce que sont les apprentissages à l'école primaire et de tout ce qui reste à apprendre sur les 3 années. Donc, ce n'est pas du tout pénalisant, mais c'est pour que l'étudiant prenne conscience de là où il se situe. D'ailleurs, en mathématiques, si je puis me permettre, les 3 sites de formation proposent le même examen, le même test et le même test aussi au moment des évaluations, le test de base, des connaissances de base en mathématiques. Ce que Nathalie vient d'évoquer, ce qu'il faudra enseigner à l'école primaire, en fait. Voilà. Super, voilà un petit peu pour les différents tests. Alors, on a une question aussi de Marie par rapport à la passerelle. Donc, peut-on d'abord faire des études d'institutrice primaire et ensuite préscolaire? C'est l'occasion d'aller peut-être un peu plus dans le détail sur cette possibilité de passerelle. Ici, on parle de primaire à préscolaire. Voilà, Denis, Gilles, qu'est-ce qu'on peut dire un petit peu par rapport à cette possibilité de passerelle? Donc, la réponse est oui, on peut bien le faire. Mais si l'un de vous veut peut-être un peu développer. Oui, donc, en tout cas, pour la passerelle du primaire vers le préscolaire, donc elle est tout à fait possible. La grosse différence qu'il y a avec la passerelle dans l'autre sens, c'est que chez nous, on a assez peu de demandes d'étudiants. Et donc, les étudiants qui font effectivement une année de passerelle ne sont pas dans une classe à part entière. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une classe avec que des étudiants qui font la passerelle. Chez nous, en fait, les étudiants sont intégrés dans une des classes du bloc 3. Ils font une année avec un programme complet du bloc 3, avec les stages, avec le travail de fin d'études, qui les amène, comme les autres, à avoir leur diplôme d'un site préscolaire. Chez nous, par contre, c'est une autre organisation dans le sens où il y a une vraie classe de passerelle, puisqu'elles sont plus nombreuses. Cette année, par exemple, il y a 21 étudiants, il y a aussi des étudiants. Et donc, ils ont vraiment une année totalement spécifique qui est organisée pour eux et uniquement pour eux, avec des stages tout à fait particuliers. Donc, tout est séparé en fait du reste de la formation, même si bien sûr ils sont toujours en contact. C'est pas, on va pas faire de la ségrégation, mais enfin, ils ont une formation tout à fait particulière. Mais voilà, comme ça, on a effectivement les deux modalités, les deux organisations au niveau de cette passerelle, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Une question de Lisa. Au niveau des stages, pouvons-nous choisir une école que nous avons fréquentée? Je ne sais pas si tu parles du préscolaire ou du primaire. Voilà, est-ce qu'on peut aller faire son stage dans une école dans laquelle on était élève? C'est comme ça que je lis la question. Nathalie peut-être, et puis si quelqu'un d'autre. La seule restriction, on ne peut pas aller dans une école où on a un membre de sa famille qui travaille. Et donc ça, c'est la seule restriction qui soit légale, décrétale. Aller dans une école où on a fait soi-même sa formation, si on s'y sent bien, qu'on s'y sent à l'aise, ça peut être un piège comme ça peut être un atout. C'est un peu à l'étudiant de savoir s'il se sent bien dans cette école-là. Il faut savoir que, à part pour les étudiants de première année où le choix est un peu plus libre, à partir de la deuxième année, des stages en deuxième année, nous avons besoin d'avoir ce que Stéphanie a expliqué en début, des accords de collaboration. Et donc, il y a une liste d'écoles partenaires parmi lesquelles l'étudiant peut éventuellement choisir. Et en fonction des sites, l'étudiant choisit où ce sont les personnes en charge des stages qui vont placer les étudiants. Parce que notre objectif, évidemment, est de vous faire découvrir d'autres horizons que ceux que vous avez connus, évidemment. Alors, c'est bien d'aller là où vous avez fait une partie de votre formation, ça peut être rassurant, mais chaque école a ses spécificités et nous, on veille à ce que pendant votre cursus, vous rencontriez un maximum de ces réalités parce qu'on ne sait pas où vous irez travailler plus tard. Voilà, oui, donc c'est l'occasion de rappeler qu'effectivement, c'est généralement plutôt des accords et donc c'est l'école qui vous envoie en stage, tout ça est organisé parallèlement. Merci beaucoup, Lisa, j'espère que ça répond à ta question. Alors, une question d'Anaïs, la durée de la formation ne devait-elle pas passer à 4 ans? Oui, effectivement, donc ça, c'est cette fameuse réforme de la formation initiale qui est sur la table depuis longtemps et puis qui était reportée. Donc, elle est reportée a priori à la rentrée 2022.
Autrement dit, si vous vous inscrivez ici à Elmo pour entrer ici en septembre 2021, vous serez toujours sur un programme en 3 ans. Je ne sais pas si l'un de vous peut-être compléter voilà cette fameuse réforme, ce passage en 4 ans qui est postposé à 2022. Voilà. On n'est pas encore très clair, je pense, quant à la confirmation de cette réforme. Va-t-elle passer, ne va-t-elle pas passer? Voilà, si quelqu'un veut compléter. Moi, mes infos, c'est reporté à 2022, à confirmer. Voilà. Voilà. On attend aussi des infos, nous tous. Donc, voilà, c'est effectivement les infos qu'on a Joker. pour le Joker. On voudrait voilà. des infos. Voilà, cela dit, si ça passe en 4 ans, nous l'organiserons. Nous serons, donc les formations pourront toujours être suivies dans nos différents instituts en 4 ans. Voilà. En 4 ans, et alors dire aussi que, de notre point de vue, c'est une réelle plus-value pour la formation par rapport à la formation en 3 ans, puisque ici, on vous le dira sur tous les sites, les étudiants ont beaucoup de choses à faire sur 3 années, et une année de plus, ce ne serait pas du tout du gâchis, parce qu'on l'utiliserait à 100%. Et dire que le gros changement qu'il y aurait, c'est que en lien avec le pacte pour un enseignement d'excellence, on parle que vous soyez au courant de, on va dire, si vous êtes à un site maternel, vous allez essentiellement avoir votre formation pour donner cours à des enfants d'école maternelle, mais vous aurez aussi l'opportunité d'aller donner cours en première et en deuxième primaire. Et donc là, c'est un gros changement. Et donc, par exemple, la question des futures passerelles, là, on n'en sait encore rien du tout une fois que le décret sera passé. Mais en tout cas, la nouvelle formation pourrait vous permettre de travailler sur plusieurs niveaux d'enseignement avec le même diplôme. Donc, sur le site internet de Elmo, vous aurez des pages évidemment sur chaque formation. Donc, si vous cliquez sur un site préscolaire ou primaire Liège ou Wiyouté, il y a des explications et vous avez notamment la possibilité d'avoir accès à une page qui parle justement de cette réforme, qui donne un petit peu les objectifs, puisqu'on n'est pas très au clair encore quant au contenu précis de la réforme, mais vous avez des infos sur les objectifs principaux, dont celui que Denis vient d'évoquer. Donc ça peut être intéressant pour en savoir un peu plus. Et puis pour bien être clair aussi, si vous commencez ici en 2021 où le programme est annoncé en 3 ans, ce sera en 3 ans. On ne change pas les règles du jeu en cours de route. Donc si vous commencez et que c'est en 3 ans, vous le faites en 3 ans, avec évidemment la possibilité, si à un moment donné ça passe en 4 ans, de faire des modules en formation continue par exemple, pour avoir le même titre que ceux qui auraient eu leur diplôme en 4 ans dans un second temps. Voilà un petit peu pour cette réforme. Pour simplifier, pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour ici maintenant pour cette rentrée-ci. Est-ce qu'on a peut-être une autre question? Lisa qui nous revient, y a-t-il des portes ouvertes à Elmo Sainte-Croix malgré le Covid-19? Oui, tout à fait. Donc, elles sont toujours bien planifiées et on espère de tout cœur pouvoir vous recevoir sur nos différents sites. Donc, c'est à Sainte-Croix, mais aussi partout sur tous les sites et campus de Elmo, sur rendez-vous, pour respecter évidemment au maximum les mesures sanitaires et faire ça en toute sécurité. Donc, ça se passe sur rendez-vous. Vous allez sur elmo.be/porte-ouverte et vous aurez les modules de rendez-vous qui s'ouvrent ici fin de semaine. Et la porte ouverte, c'est donc le samedi 8 mai et on vous y invite. Venez voir un petit peu l'environnement des études, posez vos questions. On espère vraiment que ça pourra se faire. S'il devait y avoir un changement, on vous proposera évidemment une alternative. Mais là, c'est bien organisé en présentiel sur rendez-vous. Est-ce qu'on a peut-être une autre question? Donc ici, je pense que Lisa a eu réponse à sa question. Une question d'Alice. On entend parfois qu'on manque de profs. Y a-t-il des matières plus en pénurie que d'autres? Donc ici, peut-être des cursus, des sections plus en pénurie que d'autres. Je pense que et primaire et préscolaire sont en pénurie, si je ne me trompe pas. Mais ça, il faut aller vérifier chaque année les métiers en pénurie sont déclarés au Forem. Mais ça fait plusieurs années qu'un site préscolaire et un site, en tout cas primaire, sont déclarés en pénurie. Maintenant, pour les matières plus en pénurie, ça concerne davantage les régents, où là, il y a des disciplines qui sont plus en pénurie que d'autres. Mais comme les instituts présco et
instituts primaires sont des généralistes, c'est l'ensemble de la profession qui est en pénurie. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si mes collègues veulent apporter des précisions. Non, tout à fait. Non. Nous, les formations que nous représentons ici ne sont pas dépendantes d'une discipline en particulier. Donc, voilà, c'est la formation globalement. Et la pénurie est davantage marquée chez les instituts primaires que chez les instituts préscolaires. En présco, c'est plutôt en cours d'année. Plus on avance dans l'année, moins il y a de diplômés qui sont disponibles sur le marché de l'emploi. Voilà, tandis qu'en primaire, ça arrive beaucoup plus tôt dans l'année que les directions pleurent après les intérimaires, quoi. Et ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a ou bien je me trompe, il y a une différence dans le sens où il y a une déclaration de pénurie au niveau du primaire, et donc ça veut dire que, par exemple, pour les formations, il y a des avantages, par exemple, des personnes qui sont au chômage et qui voudraient suivre la formation, ils ont certains avantages. Oui, tout à fait. Et par rapport à ça, un projet, hein, donc ce n'est pas encore validé, mais Elmo organisera peut-être la formation d'instituteurs en horaire décalé. Voilà, dans ce cadre-là aussi. Donc, plus d'infos bientôt sur notre site primaire. Ce sera organisé, c'est pas peut-être, ce sera organisé et c'est pas en horaire décalé mais adapté. Alors, il y a des petites nuances, mais suivez bien l'info sur le site parce que après Pâques, ça va fuser au niveau de la publicité, à mon avis, de cette formation-là, qui devrait, là par contre, on ne sait pas si elle débutera en septembre ou en janvier, mais il faut aussi être attentif à cette formation. Merci beaucoup. Alors, une autre question d'Anaïs. Aux portes ouvertes du 8 mai, y a-t-il moyen de rencontrer des étudiants, contrairement aux dernières portes ouvertes? Je vais vous laisser répondre par rapport aux modalités des différents sites. Il y a des étudiants qui sont prévus sur certains sites pour notamment réaliser les visites guidées. Donc là, c'est l'occasion d'en rencontrer. Je vois qu'on hoche la tête. Je pense que c'est le cas à oui. Genre, voilà, tout le monde a l'air de hocher. Je vais vous laisser confirmer. Mais je pense que des étudiants des écoles font les visites, ce qui permet de les rencontrer, de poser des questions. Si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Tout à fait. Si les mesures le permettent, dans tous nos sites, des étudiants accueilleront les futurs étudiants pour leur faire découvrir les sites et parler des formations voilà, en aparté, en toute intimité. Voilà. Voilà, donc ce sera l'occasion effectivement de rencontrer. Petite précision par rapport à ça aussi, on a sur cette fameuse espace selmo.be/futur étudiant, on a une page étudiant ambassadeur. Avec des étudiants ambassadeurs de chaque cursus. Ça aussi, c'est une possibilité pour vous, futurs étudiants, d'entrer en contact avec des étudiants et de leur poser des questions sur leur formation, comment ils le vivent, la réalité, d'avoir un contact avec des étudiants. Également, des groupes Facebook. On a un groupe sur Facebook, échange entre étudiants, futurs étudiants, notre porte d'entrée pour échanger avec des étudiants. Voilà, je pense qu'on va peut-être prendre une toute dernière question. Avant de vous laisser profiter de cet après-midi ensoleillé, une question de Manon sur Sainte-Croix, où se déroule le stage d'une semaine dans le cadre du projet Extra-Muros. Voilà. Donc, le stage se déroule à Vierves-sur-Virouin, qui est un petit village à proximité de Couvin. Donc, voilà. C'est un lieu qui est idéal, je vais dire, pour différentes raisons, dont des raisons géologiques et géographiques. Bon, je vais passer sur les détails. Mais donc, c'est surtout le lieu où le Cercle des naturalistes de Belgique a développé un de ses centres. Et donc, c'est là qu'ils font toute leur formation. Et nous, on participe, en fait, on collabore avec eux dans le cadre de cette formation. Voilà. Merci beaucoup. Que j'ai répondu. Je pense, hein, Manon, j'espère qu'on a répondu à tes questions. C'était bien pour le primaire, donc voilà, comme ça tu as ta réponse. Voilà, je ne sais pas s'il y a une toute dernière question, sinon je pense qu'on a pu répondre aux différentes questions. J'espère en tout cas que ça vous a aidé à y voir plus clair sur le contenu de nos cursus et sur les spécificités de nos différents sites. Tout grand merci à nos différents intervenants pour votre participation et pour toutes vos explications. Alors,
Avant de vous dire au revoir, je vous propose une toute dernière participation, vous faire encore interagir un petit peu avant de vous laisser, avec une petite question sur notre WooClap et simplement voir un peu comment vous voyez l'année prochaine. C'est important de se projeter. Voilà, l'année prochaine, vous serez dans le supérieur. On a envie de savoir comment vous voyez comme étudiant dans le supérieur. Donc, je vous invite à retourner sur le WooClap de tout à l'heure, wooclap.com/elmocm7. Donc, wooclap.com avec le code ELMOCM7. Voilà, vous voyez la question qui apparaît. Être étudiant dans le supérieur, c'est des cours, c'est des environnements d'études, mais c'est aussi une vie étudiante. C'est aussi des projets, des comités, des activités sportives, des guindailles, plein d'autres choses. Et on a envie de savoir, voilà, comment est-ce que vous voyez, où est-ce que vous voyez l'année prochaine? Évidemment, c'est entre nous, c'est un petit sondage détente, donc pas de souci si vous avez envie, si votre instinct vous pousse sur la guindaille ou ailleurs, n'hésitez pas. Il faut que la vie d'étudiante, ben voilà, c'est le juste milieu, la juste balance entre la vie d'étudiant et les à côté. Et donc, voilà, cliquez sur l'image qui vous parle le plus. Poussez votre doigt là où votre instinct vous porte et dites-nous un petit peu où vous voyez l'année prochaine, à la cafette, en cours, en guindaille, aux activités sportives qui sont proposées à Elmo toutes les semaines à moindre coût, à la Bibli peut-être pour les travaux de groupe, ou dans une assoce. On a l'association l'AEH, l'association des étudiants de Elmo, l'ESN que vous voyez ici sur la photo, mais il y a aussi une web radio, il y a aussi un groupe de mobilité, de transition, il y a des comités dans les différents sites, on a le Cercle Sainte-Croix, le Cercle à Saint-Roch, des étudiants aussi engagés à oui, voilà, il y a vraiment plein de choses qui se passent partout. Donc ça, c'est aussi chouette, c'est ça être étudiant, c'est des rencontres, c'est vivre autre chose. Et puis les cours, bien entendu, qui sont malgré tout importants. Voilà, il reste quelques secondes pour découvrir un petit peu le résultat. Et la majorité d'entre vous se voit en cours. Et ça, c'est bien, c'est beau. C'est important. Évidemment, c'est là que tout se passe. Et plus on va en cours, plus évidemment, on est à l'aise et on est participatif dans sa formation. Voilà, c'était le petit sondage avant de se dire au revoir. Merci beaucoup pour votre présence. Vous étiez nombreux avec nous aujourd'hui. On espère qu'on a pu vous aider, répondre au mieux. Les lives sont toujours disponibles en replay, donc n'hésitez pas à les revoir quand vous en avez le temps ou l'envie. Merci encore à nos intervenants, à la régie. Et puis, on vous souhaite de faire le choix qui vous rendra heureux. Voilà, merci à tous et bon après-midi ensoleillé. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bon après-midi.